sortais, le taxi m'a dit très spontanément, vous étiez en vacances. Alors j'ai dit non, vous savez, je rencontrais un monsieur qui s'appelle Denis Goldberg. Et à ce moment-là, le taxi pile et me dit Denis Goldberg, mais le vrai Denis Goldberg. C'était un taxi noir. Il me dit mais l'ami de Mandela. Opposant de la première heure à l'apartheid, Denis Goldberg est sud-africain, il est blanc et il a été condamné à la prison à vie aux côtés de Nelson Mandela en 1964. Marie Boéton est journaliste au service France du quotidien La Croix. Elle l'a rencontré chez lui, au Cap, en Afrique du Sud. Et il lui a expliqué comment il en est arrivé à faire primer ses idéaux sur sa propre vie. Rencontre avec un humaniste radical, symbole de résistance dans son pays. Dans ce podcast, un journaliste de La Croix raconte les coulisses d'un reportage, d'un article ou d'une photo, ce qui s'est passé avant, comment il l'a vécu et comment l'histoire se poursuit. L'envers du récit, saison 2, épisode 6. Denis Goldberg, mon combat auprès de Mandela. Je m'appelle Marie Boéton, je suis journaliste au quotidien La Croix depuis une dizaine d'années et je m'occupe de la rubrique Justice. Principalement en France, mais il m'arrive très ponctuellement de traiter de justice internationale. J'ai découvert tout à fait par hasard un homme assez exceptionnel qui s'appelle Denis Goldberg, qui est un Sud-Africain blanc qui a combattu l'apartheid aux côtés de Nelson Mandela et qui, comme lui, a encouru la peine de mort pour son combat et qui finalement, comme lui, a été condamné à la prison à perpétuité au milieu des années 60. J'ai découvert cet homme tout à fait par hasard au visionnage d'un documentaire exceptionnel et d'ailleurs salué comme tel par la presse qui s'intitule « Le procès contre Mandela et les autres ». C'est un documentaire qui restitue le procès de Rivona en 1964, qui est un procès historique en Afrique du Sud, qui vraiment a changé l'histoire du pays, lors duquel Nelson Mandela et 10 autres coprévenus sont inculpés pour des opérations de sabotage contre le régime de l'apartheid. L'histoire ne retiendra que Mandela pour des raisons évidentes, vu son charisme, son courage, la dimension visionnaire du personnage. Ce qu'on sait peu, c'est qu'ils étaient 10 à ses côtés. Et en visionnant ce documentaire, un homme m'interpelle. Il est blanc, et c'est le seul blanc poursuivi pour avoir appartenu à l'ANC. Et dans ce documentaire, c'est vraiment lui qui m'interpelle. Pourquoi ? Pour une raison évidente, je me dis comment, alors qu'on est blanc, c'est un ingénieur, issu d'une classe plutôt favorisée, il est marié, il a 2 enfants, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, au milieu des années 60, son engagement politique, ses valeurs, ses convictions font qu'il risque tout, qu'il risque la vie, puisqu'on leur prédit le matin même du verdict, a priori la condamnation à mort. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, il décide de placer son idéal, sa conception de la liberté, de l'égalité entre les hommes, au-dessus de sa vie ? Le lendemain de ce documentaire, j'achète les mémoires de Mandela que je dévore en 3 jours et il reparle de ce Denis Goldberg. Ça m'interpelle, il en parle de manière extrêmement touchante en disant qu'il était infiniment et définitivement optimiste, même dans les pires moments, qu'il avait un humour incroyable, au moment où, a priori, la situation s'y prêtait le moins. Et je me dis, en refermant les mémoires de Mandela, il faut rencontrer ce type. S'il est vivant, il faut faire quelque chose avec ce type. Je contacte des ONG spécialisées dans la protection des droits humains, dans la défense des droits de l'homme, et puis on me donne le contact d'un contact d'un contact. Bref, je finis par arriver sur une fondation en Afrique du Sud qui me répond que certes, Goldberg est vivant, mais mourant. Cancer du poumon, phase terminale. Donc je me dis, on a très peu de temps. Je décide d'en parler à ma rédactrice en chef, Florence Couret, en lui exposant un petit peu quelle est la trajectoire de cet homme exceptionnel. J'hésite entre un grand entretien, peut-être par Skype, ou alors peut-être aller le rencontrer pour un portrait, mais il vit au Cap, c'est loin. Et ma rédactrice chef me dit, très vite, il faut y aller. Il faut y aller, trouve un billet d'avion et vas-y, dès que tu peux, t'y vas. Dans les jours qui suivent, je pars au Cap,
Je m'arrête par Francfort, c'était pas prévu, puis Dubaï au milieu de la nuit, puis j'arrive au Cap. Et là, son assistante, l'assistante de Goldberg, me dit vous pouvez le voir, mais peu, vous savez, il est intubé, il est parfois alité. Donc, je suis à peine arrivée à Cape Town que tout de suite, je prends un taxi pour aller le voir. Je reste 2 jours sur place. Je veux le voir dès que j'arrive. Je veux le revoir le lendemain. Je veux le revoir le lendemain après-midi. On m'a bien fait comprendre qu'il fallait entrecouper les séances d'entretien de moments où il peut se reposer. Le taxi me fait traverser les townships d'une pauvreté inimaginable. Puis s'en suivent des quartiers d'une richesse, d'une luxuriance, d'une beauté que je n'ai jamais vue. J'arrive finalement dans son quartier, Out Bay. C'est un quartier de Cape Town qui est très bigarré. Un mélange et de township et de maisons, pour blancs encore, plutôt aisé. Il vit là. Son aide-soignante qui vit à ses côtés nuit et jour me reçoit. Et je me retrouve dans l'embrasure de la porte, je le vois avant qu'il ne me voie, et je vois un homme extrêmement diminué. Et je suis saisie d'un petit moment de vertige où je me dis, oh là là, j'ai convaincu ma rédac chef d'aller là-bas, mais son corps flanche à lui. Est-ce qu'il a encore toute sa tête ? Est-ce qu'on va pouvoir échanger ? Je suis vraiment prise d'un petit moment de vertige et je me dis, alors bon, tu vas bien lui dire, voilà, t'es mariée, t'es journaliste, t'es française, on avait convenu que je venais, etc. Bon, je répète presque ça intérieurement. Et puis il me voit. Et là, il me salue d'un très grand bonjour en français. Je suis à peine assise qu'il me dit, bon, alors, Macron, les gilets jaunes, qu'en est-il ? Et là, je me dis intérieurement, c'est bon, en fait. Son corps le lâche, mais son esprit est là, son esprit est affûté et on va pouvoir échanger. Et comme je sais que j'ai peu de temps avec lui, tout de suite, j'en viens à la question qui me hante un petit peu depuis que j'ai vu ce documentaire, c'est qu'est-ce qui fait qu'on risque tout ? Vous étiez ingénieur, vous étiez aisé, vous aviez une femme, des enfants très jeunes au moment où il est incarcéré, ses enfants ont 6 et 8 ans. Comment on risque tout ? Et sa réponse me désarçonne parce qu'il me dit je comprends très bien que vous me la posiez, on me la pose depuis de très longues années, mais je ne me la suis pas posée comme cela. Je ne me la suis pas posée de manière aussi intellectuelle, froide, distanciée. J'ai fait ce que je devais faire. Ça s'est imposé à moi. Sa réponse à la fois m'interpelle. Moi, j'ai fait de la philo, alors je repense à cette espèce d'impératif catégorique kantien, quoi. J'ai fait parce qu'il fallait faire. J'essaie de reformuler ma question sous plein d'angles différents, mais il n'y a rien à faire. Il me répond ça. Je devais. On ne peut pas être libre dans une société où les autres ne le sont pas. Il reprend cette idée de Mandela très belle, selon laquelle les opprimés, les oppresseurs perdent tous les deux leur dignité dans un régime d'aliénation, de ségrégation, etc. Et me vient à l'esprit d'ailleurs à ce moment-là un entretien qui avait vraiment débuté ma carrière de journaliste et qui m'avait beaucoup marqué, d'un paysan dans la Beauce que je devais interviewer parce qu'il avait été juste parmi les nations, donc un homme qui n'était pas juif et qui avait sauvé des juifs pendant la guerre, que j'avais dû interviewer et qui ne comprenait même pas le sens de ma question. Pourquoi avez-vous fait cela ? Il me disait juste, mais parce que il y avait quelque chose de tripal, quoi, de viscéral. Il le fallait. Et là, la réponse de Goldberg me fait repenser à ce paysan de la Beauce, quoi. Il y a une nécessité éthique évidente qui fait que, à ce moment-là, pour lui, s'engager en faveur de l'ANC relevait de l'injonction. Ce qui m'a ému en creux, c'est que quand bien même il me tenait ce discours qui était assez théorique au début, c'est qu'il s'est pas du tout caché, il n'a pas du tout caché toutes les implications qu'avait pu avoir cet engagement, notamment dans sa vie personnelle, quand il y a vraiment un envers de l'héroïsme. L'envers, ça a été pour ses enfants, pour sa femme, de perdre un père, de perdre un mari. Il a fait finalement 22 ans de prison, il est libéré vers la fin de l'apartheid. Sa fille lui dira un jour cette phrase terrible, tu es un héros, c'est vrai, tu es un héros, mais on n'est pas obligé d'aimer un héros. Quand on s'engage comme ça, on ne fait pas d'enfant, on ne se marie pas. Je trouvais cette phrase bouleversante, on voit très bien ce qu'elle veut dire. Un héros, on l'encense, on le
porte au pinacle, on le vénère, mais c'est pas le papa qui est là et qui tous les soirs va lire l'histoire et va vous protéger. Quand il retrouve ses enfants après 22 ans de détention, ce sont des adultes qui ont eux-mêmes déjà des enfants. Donc il s'est confié là-dessus, sur ce qu'avait impliqué cet engagement pour les siens. Il ne s'en est pas caché. Il m'a beaucoup interpellée par sa détermination à aller jusqu'au bout de ses engagements. Quand il est libéré, il aurait pu tourner le dos à toutes ces années. Pas du tout. Il décide de militer. Il fait le tour des capitales au niveau mondial, de militer pour qu'on libère les autres, et notamment Mandela. Et Mandela est libéré quelques années après lui. Il m'a parlé de leur très belle relation. Mandela, on a un peu l'image d'une icône. Il m'a révélé combien il pouvait y avoir un lien affectif très fort, presque un peu filial. C'était le cadet du procès. Les autres l'appelaient un peu le bébé, parce qu'il n'avait que 30 ans au moment du procès. Tous les autres avaient 15 ou 20 ans de plus. Mandela avait 15 ans de plus que lui. Il l'appelait toujours « boy ». Il dit même, quand il m'a fêté mes 80 ans, il m'appelait toujours « boy ». Et quand on s'est retrouvés pour la première fois après nos années de détention, il m'a dit « ça fait un long moment, hein, boy ». Parce que ni Mandela ni Goldberg n'étaient dans la même prison, puisqu'apartheid oblige. Goldberg était dans une prison pour blancs, Mandela dans une prison pour noirs, sur Robben Island. Ça a été des années de détention terribles, d'ailleurs, aussi pour Goldberg, parce que il me disait, ce qu'on peut comprendre, c'est que ces geôliers faisait preuve d'un certain sadisme à son égard en lui disant « Mandela, on ne l'aime pas, mais on comprend sa démarche. Il est noir, il se bat pour son peuple. Mais toi, t'es vraiment un traître. » Et malgré tout ça, il continue, à 86 ans, intubé, alité, à militer contre l'apartheid, à militer en tout cas aujourd'hui contre la ségrégation qui continue à miner la société sud-africaine. Il a créé une fondation qui propose gratuitement aux enfants de toutes les classes sociales des activités extrascolaires, des activités artistiques, où vraiment enfants noirs et blancs se retrouvent. Et il me disait d'ailleurs, c'est un homme qui est plein d'humour, ceux qui donnent le plus à ma fondation sont les marxistes purs et durs et les croyants. Alors je lui disais, mais vous êtes dans quelle catégorie ? Il me disait, moi je reste assez marxiste parce que je pense que la couleur de peau n'est plus ce qui explique les inégalités aujourd'hui, mais c'est la couleur de l'argent, c'est le dollar, c'est le vert du dollar. Et il ajoute, mais je suis beaucoup moins manichéen que je n'ai pu l'être avant, il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Et entre les marxistes et les croyants, je vois vraiment des frères d'humanité. Ils me disent ce qui nous meut tous, c'est vraiment une très haute idée de l'humanisme. Il m'a expliqué avoir été assez bouleversé par un discours de Desmond Tutu mettant en avant un mot en langue africaine bantou qui se dit Ubuntu et qui, si on le traduit, veut dire j'existe au travers des autres, j'existe parce que les autres existent. Et il me dit, voilà, c'est ça au fond qui me meut aujourd'hui. C'est cet humanisme qui transcende nos convictions ou nos engagements. En le quittant, j'étais très émue, sans lui montrer, bien sûr, en me disant, je vois bien que je suis face à quelqu'un qui a une trajectoire absolument hors du commun, que je ne reverrai jamais. Il a quelques semaines, au mieux quelques mois à vivre. J'ai rarement autant eu, en tant que journaliste, le sentiment de jouer un rôle de transmission. J'ai été à l'autre bout du monde, voir cet homme qui est en fin de vie et qui a juste, de par ses valeurs, de par son discours, quelque chose potentiellement à tous nous transmettre. Et j'ai eu l'impression de jouer un petit rôle dans cette transmission, comme je l'ai rarement senti journalistiquement. Il m'a donc accordé de fait 1 jour et demi d'entretien. Je suis vite repartie à l'aéroport. Un taxi m'a pris chez lui.
sans savoir de quelle maison je sortais. Le taxi m'a dit très spontanément, vous étiez en vacances. Alors j'ai dit non, vous savez, je rencontrais un monsieur qui s'appelle Denis Goldberg. Et à ce moment-là, le taxi pile et me dit Denis Goldberg, mais le vrai Denis Goldberg. C'était un taxi noir. Il me dit, mais l'ami de Mandela, le type qui a eu un courage fou. Alors je dis oui, vous le connaissez. Alors il m'explique qu'il y a une quinzaine d'années, ce taxi donc, était cuisinier dans un grand resto. Et qu'un soir, leur manager leur dit « Demain midi, Mandela vient manger ». Alors c'est l'affolement général. Et le lendemain midi, ils voient Mandela arriver. Et ils demandent à leur manager s'ils peuvent aller le saluer, ce qui est le cas. Ils vont faire une accolade chacun à Mandela. Mandela se prête visiblement au jeu. Et Mandela déjeunait avec Goldberg. Et il dit à cette petite dizaine de cuisiniers « Vous savez avec qui je mange là avec Denis Goldberg, voilà quels ont été ses engagements. Il a combattu avec moi, il a failli être condamné à mort avec moi. Il a été condamné à la perpétuité avec moi. Et alors là, ce petit groupe de cuisiniers va saluer Goldberg, épaté, demande à lui faire une accolade aussi. Bon, et donc ce taxi me raconte ça. Et puis il ne me dit plus rien. Le temps du trajet, il me lâche à l'aéroport. Et là, il ajoute une phrase. Il me dit, vous savez, Goldberg, Mandela, c'est pas comparable. Mandela est... pour nous, c'est une icône. Ça a été un chef d'État très visionnaire. Sans lui, notre nation aurait sans doute implosé. Donc Mandela, c'est une légende. Mais Goldberg, c'est un héros. Souvent, derrière les légendes, il y a des héros. Et je trouvais que c'était un résumé saisissant de l'homme que je venais de rencontrer. Au fond, je pense que ce qui m'a mue dans le désir de faire le portrait de cet homme en tout point exceptionnel, c'était pas tant de lui rendre les honneurs que l'histoire ne lui aurait pas rendus. C'est vrai que les 10 qui sont condamnés au procès de Rivona ont été oubliés de l'histoire au profit de Mandela qui les a tous éclipsés. Mais c'est surtout d'essayer de comprendre au travers de la trajectoire d'un individu ce qui peut amener quelqu'un à déployer autant de courage, à viser un idéal avec autant de ténacité, autant d'abnégation, et ultimement à être capable de donner sa vie pour une cause, pour le collectif. Je pense que c'est ça que j'ai envie d'essayer de transmettre, parce que ça m'a intriguée, parce que aussi j'ai le sentiment que dans nos sociétés contemporaines, donner sa vie pour une idée ou pour un idéal, quelque chose qui ne se fait plus. On l'a connu pendant la Résistance en France, par exemple, mais c'est quelque chose qui, dans nos sociétés démocratiques, et on peut d'ailleurs s'en satisfaire, semble d'une autre époque. Voilà, j'avais envie de donner à voir au lecteur les ressorts personnels susceptibles d'amener à ce type d'engagement. La rencontre de Marie Boëton avec Denis Goldberg est à retrouver sur le site et l'appli La Croix. Les liens sont dans le texte de description qui accompagne ce podcast. L'envers du récit est une série originale du quotidien La Croix. Chaque mercredi, un nouvel épisode est à écouter sur toutes les plateformes de podcast. En tant qu'abonné La Croix, vous pouvez écouter dès maintenant et sans attendre tous les épisodes de la saison 2 sur l'application et le site La Croix. Vous retrouverez aussi ceux de la saison 1.